7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le 18 et 19 mai dernier, le plus grand parti de droite d'Espagne, Vox, recevait à 3 semaines des élections européennes la Convention Europa Viva 2024, réunissant de nombreux partis patriotes d'Europe. Parmi les personnalités politiques présentes, Santiago Abascal, président de Vox, Marine Le Pen, Javier Milei, Giorgia Meloni ou encore Viktor Orban. Alors que tous sont appelés à voter le 9 juin prochain pour un jour de délivrance, qu'en est-il de la solidarité de la droite européenne ? Nous recevons aujourd'hui Alexandre de Galzin, journaliste chez Livre Noir, responsable du service politique et puis en charge de suivre le Rassemblement national. Vous étiez présent lors de cette convention, d'abord aux tables rondes des premières journées, puis lors des discours des chefs de parti. Bonjour Alexandre de Galzin. Bonjour. Alors, à quelques jours des élections européennes, le parti espagnol Vox s'est lancé dans un grand projet de convention des partis conservateurs européens. C'était donc le week-end dernier à Madrid. Quel était l'objectif de ce grand rassemblement ? Il y en avait plusieurs des objectifs. D'abord, c'était de mobiliser ses propres troupes, forcément, parce que le parti Vox stagne depuis plusieurs années autour des 10%. Et puis, en fait, l'événement Europa Viva, c'est quand même un événement traditionnel pour Vox, et là que Vox est né, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, Vox était environ 1 ou 2% dans les sondages. Ils ont fait une énorme démonstration de force ici à Madrid, et ils sont très vite passés à 8-9%, et puis ils sont devenus ensuite la troisième force politique du pays. Donc il y a ce premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui vise à consolider les alliances. On voit aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé hier entre le Rassemblement national et l'AfD allemande, que les alliances européennes sont encore assez fragiles. Il y a beaucoup de changements qui peuvent encore arriver. L'objectif principal pour le groupe ECR et Vox étant d'obtenir une majorité de droite au Parlement européen le 9 juin prochain. Donc forcément, il y avait cette idée-là. Et puis la troisième chose, c'est que si Javier Milei, le président argentin, est assez excentrique d'ailleurs, était présent pour cette convention, c'est aussi pour montrer une forme de solidarité internationale hispanique. Javier Milei, c'est une personne qui est très écoutée en Espagne. D'ailleurs, son discours a été extrêmement commenté, extrêmement applaudi, acclamé. Enfin, c'est vraiment une rockstar quand vous le voyez entrer. Assez impressionnant. Et voilà, il y a cette idée de démonstration de force, de mobilisation des militants et de consolidation des alliances, même avec des personnes qui ne sont pas dans le groupe européen de Vox, comme justement le Rassemblement national de Marine Le Pen. On va creuser tous ces points. Est-ce que vous considérez déjà que cette convention, donc ce rassemblement, était un succès vu les objectifs ? Écoutez, quand vous voyez ces 3 jours donc, à Madrid, quand vous passez au Palacio Vista Alegre, ce que vous vous dites en premier lieu en tant que patriote français, c'est que vous aimeriez bien que ça existe en France quand même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des milliers de personnes, plus de 12 000 le 3e jour, qui déambulent dans le Palacio, tous des patriotes donc majoritairement espagnols mais aussi européens. C'est quand même assez impressionnant. La scénographie est vraiment réussie et en fait il faut attendre encore 2-3 jours pour voir les résultats des sondages pour Vox, mais ce qui est certain, c'est que oui, l'événement était réussi, la salle était comble, et puis il y a eu de très nombreux commentaires dans les télévisions espagnoles, comme disaient certains cadres du parti Vox. Justement, c'est que il y a beaucoup de télévisions qui étaient présentes. Le passage de Javier Milei a été particulièrement commenté, et une des conséquences de ça qui est assez impressionnante, c'est que les relations diplomatiques entre l'Espagne et l'Argentine en ont pris un sacré coup, parce que Javier Milei a critiqué une affaire de corruption qui vise la femme de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Donc ce qui est certain, c'est que ça a fait parler, et donc l'objectif de démonstration de force est visiblement réussi. Alors tous ces dirigeants suivent une même ligne, bien évidemment, mais ils ont quand même leur grande divergence. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de leur point de convergence au contraire ? On sait que Marine Le Pen a évoqué les sujets civilisationnels dans son discours. C'est quelque chose qui est fédérateur, ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le discours principal qui ressort de ça, effectivement, au-delà des divergences, c'est l'idée d'une Europe des nations. Premièrement, de lutter contre le fédéralisme européen d'Ursula von der Leyen notamment. C'est une certaine forme de lutte contre la mondialisation aussi de façon générale, même s'il y a des partis libéraux. Il y a quand même une idée générale qui se dégage de refuser l'uniformisation. C'est d'ailleurs un des points forts de Marine Le Pen. C'était unis dans la diversité, qui est la devise de l'Europe, plutôt que soumis dans l'uniformité, qui est, selon elle, le projet d'Ursula von der Leyen. Et puis, évidemment, il y a la question migratoire, qui était assez centrale dans tous ces débats. Question migratoire, donc, sur laquelle, à peu près tous les pays, tous les partis patriotes européens sont quand même alignés, même si, par exemple, Giorgia Meloni a été assez critiquée pour sa politique migratoire.
on sait que dans le fond, elle a quand même une volonté politique qui vise à réduire l'immigration légale et illégale en Italie. Donc ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le wokisme et donc contre l'idéologie d'extrême gauche qui gangrène un peu les universités, les intellectuels, etc. dans toute l'Europe. Alors, toutes ces thématiques, c'est aussi des thématiques dont se sont saisis les membres de Reconquête. Pourtant, c'était les grands absents de cette convention. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle Reconquête n'était pas présent ? Alors, Reconquête était présent, mais pas le dernier jour. C'est-à-dire que Stanislas Rigaud était présent pour la convention, donc pour Europa Viva, mais le premier jour, le vendredi, et dans un espace qui était dédié aux jeunes seulement. Voilà, donc c'était une petite convention des jeunes. Mais oui, c'est vrai que c'était les grands absents de ce dernier jour. Alors, pourquoi exactement, j'avoue que j'en ai pas discuté avec les gens du côté de Reconquête, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que si Marine Le Pen était présente, ça avait une signification qui était quand même assez importante. Notamment quand on entend les propos de Santiago Abascal, donc patron du parti Vox, qui est théoriquement l'allié de Reconquête, qui a dit à Marine Le Pen « Vous êtes l'espérance de la France et j'espère que dans quelques années, vous deviendrez présidente ». Donc ça, c'est quand même un symbole en termes d'alliance qui est assez important. Je pense que ça préfigure quand même ce dont je vous parle au début, c'est-à-dire un grand renversement d'alliance européen qui est possible, c'est-à-dire que je ne pense pas que Reconquête perdrait sa place d'une quelconque façon, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national, déjà qui entretenait de très bonnes relations avec Vox, cherche à peut-être draguer les conservateurs, en tout cas mieux s'entendre avec eux au niveau européen dans cette perspective d'une sorte d'alliance des droites pour renverser le pouvoir d'Ursula von der Leyen. Alors, on parlait de Javier Milei qui a fait d'ailleurs une entrée en fanfare. Si vous pouviez nous en dire quelques mots pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu passer les extraits. Alors oui, effectivement, quand vous entendez Javier Milei entrer sur la scène du Palacio Vista Alegre, c'est quand même une scène que j'avais jamais vue de ma vie à titre personnel au niveau politique, c'est-à-dire que vous avez une rockstar qui entre, il n'a pas pu parler pendant plusieurs minutes parce que justement la foule criait Viva la libertad, Viva la libertad, Viva Argentina, et donc voilà, il a commencé son discours justement avec sa célèbre phrase Viva la libertad carajo. Alors je vais pas traduire toute la phrase parce que nous sommes à la radio, mais cela étant, voilà, il y a quand même, c'est un personnage assez excentrique et qui électrise la foule en une demi-seconde, quoi qu'on pense de lui. C'est assez impressionnant. Puis il a poussé la chansonnette devant un millier de personnes. Chers auditeurs, on vous invite à essayer de retrouver les extraits sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors, vous l'avez dit, Vox est attaché à le faire venir. Il a pourtant de grandes divergences avec Marine Le Pen notamment. Est-ce que l'entente s'est bien passée ? Est-ce que ça a consolidé aussi les relations entre la France et l'Argentine en l'occurrence ? Marine Le Pen, quand on lui a posé la question, effectivement, nous a dit qu'elle n'avait jamais rencontré Javier Milei, et donc en fait ils se sont simplement croisés à la convention. Ce qui est certain, c'est que oui, le discours libertarien, anarcho-capitaliste, on va dire, de Javier Milei, c'est quand même quelque chose qui est très loin de la ligne du Rassemblement national. Il y a une autre chose qui n'a pas seulement trait à Javier Milei, mais qui illustre une des divergences, disons, entre le RN et d'autres partis conservateurs européens. C'est justement ce côté très conservateur qui n'est pas forcément l'apanage du Rassemblement national. Et peut-être que Marine Le Pen, effectivement, à certains moments, était un peu mal à l'aise devant certains discours qui avaient trait, par exemple, au féminisme ou alors au droit LGBT. Ça, c'est possible, oui. On a l'impression quand même que c'était un peu un jeu d'échecs diplomatique, cette convention, entre les partis qui étaient présents à moitié, pas du tout. Parmi eux, il y avait aussi l'AfD, on en a parlé. En ce moment, il y a une grande crise entre le Rassemblement national et l'AfD. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Est-ce que ça a été évoqué pendant ce congrès ? Alors, ça n'a pas été évoqué, mais cela étant, là, vous touchez un point vraiment essentiel des alliances européennes. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour nos auditeurs. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a les partis politiques nationaux, et puis les groupes européens, et enfin, il y a la majorité qui peut se dessiner. Voilà. L'objectif pour la majorité de la droite aujourd'hui, c'est de construire une majorité de droite contre justement le mondialisme, contre la gauche, contre l'immigration. Il y aurait trois partis à ce moment-là qui pourraient y être mêlés. Le premier, c'est le PPE, donc l'équivalent des LR, ECR, qui est de Mélanie et de Reconquête, et puis enfin le groupe ID, dans lequel on retrouve le Rassemblement national et l'AfD allemande.
Le fait est que l'AfD, depuis plusieurs mois, multiplie les crises diplomatiques envers le Rassemblement national. Il y a eu cette histoire de remigration à Potsdam où ils voulaient rémigrer des citoyens allemands d'origine étrangère. Il y avait aussi cette affaire où voilà, Alice Weidel, la patronne de l'AfD, a dit vouloir que la France quitte Mayotte, alors que Mayotte est très cher à Marine Le Pen. Et puis là, il y a 2 jours, il y a la tête de liste de l'AfD qui a déclaré que voilà, tous les SS n'étaient pas des criminels, que parmi eux, il y avait des gens très bien, etc. Ça, c'était vraiment le point de non-retour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est la grande question. Et peut-être, c'est ce qui paraît se dessiner, notamment avec le déplacement de Marine Le Pen à Madrid. Et peut-être finalement la constitution d'un nouveau groupe sans l'AfD, avec le Rassemblement national, d'autres partis qui appartenaient jusque-là à ID comme Chega de André Ventura au Portugal, ou d'autres peut-être comme Geert Wilders qui s'est allié aux Pays-Bas à d'autres partis de droite. Et peut-être qu'on va voir une grande alliance de la droite nationale au niveau européen. En excluant l'AfD ? Excluant l'AfD, tout à fait, parce que en fait aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'au sein du groupe ID, le principal repoussoir à des alliances, parce que le groupe ID est assez isolé aujourd'hui, et le principal repoussoir c'est l'AfD, notamment pour les Polonais. Il y a déjà un antagonisme assez fort entre Polonais et Allemands, mais l'AfD étant nationaliste et comportant des éléments extrémistes, oui bien sûr, le chemin va vers cette exclusion. Je parlais à un cadre du parti hier qui me disait que déjà dans les sondages ils étaient en train de baisser, ils avaient perdu 7 points en seulement 2 mois. La chute va continuer selon lui. Et ce qui semble assez probable, c'est que l'AfD se retrouve isolée à moins d'une révolution complètement immense dans le parti. D'accord. Vous parliez des points de convergence et de cette volonté d'union des droites, notamment sur des thèmes comme les sujets civilisationnels. On parle aussi du risque de l'islamisation, de la lutte contre l'immigration, il y a le terrorisme. Alors vous avez assisté aux tables rondes d'Europa Viva 2024. Quels sont les engagements possibles concrètement pour combattre ces dangers et comment se matérialiseraient ces unions entre nos dirigeants de droite ? Écoutez, le premier point, je pense que c'est la question de la triple frontière sur l'immigration. C'est un point sur lequel Reconquête et le Rassemblement national d'ailleurs sont d'accord en France, mais voilà, il y a une vingtaine de jours, le parti Vox proposait le manifeste d'Algeciras qui justement servait à définir une quinzaine de mesures, dont la triple frontière. Donc triple frontière dans le pays d'origine pour empêcher les gens de partir, frontière au niveau européen et frontière nationale avec la fin des visas Schengen pour les ressortissants extra-européens. Voilà. Ça, c'est le premier point d'accord. Je pense aussi qu'il y a l'idée de... Vous savez, au niveau européen, il y a beaucoup de rapports qui sont produits sans que ce soit forcément des lois. Par exemple, le rapport Verheyen, le rapport Verhofstadt, dont parle beaucoup Marine Le Pen, ça fait partie de ces rapports. Et c'est des rapports qui vont donner des indications. Typiquement, je crois que c'est le rapport Verheyen qui explique que voilà, il faut plus enseigner l'histoire nationale, mais plutôt enseigner l'histoire européenne. Voilà, c'est le genre de rapports qui pourront plus être produits si jamais il y a cette majorité de droite. Et puis sur l'islamisation, vous savez sans doute, mais il y a quelques mois, voilà, il y avait eu cette question de la promotion du voile et du hijab dans l'Union européenne, avec des campagnes, etc. Vous savez, l'Union européenne, c'est pas seulement des mesures qui touchent directement, bien sûr, les Français, c'est aussi toute une sorte de bataille culturelle qui est menée par le centre, par la gauche, aujourd'hui à l'échelle européenne. Et cette bataille culturelle, peut-être qu'elle pourrait être menée au niveau de l'Union européenne, mais sur une promotion plus nationale, plus patriote. Donc voilà, il y a plusieurs éléments à ce niveau-là. Je vais vous parler de sondage maintenant, un sondage recueilli par Europe Elects, les groupes parlementaires ECR et ID, d'où viennent la majeure partie des têtes de liste présentes à cette convention, obtiennent respectivement plus de 24 sièges et plus de 11 sièges au Parlement européen. Alors, quel regard critique pouvons-nous porter sur cette heureuse évolution, sur ce gain de sièges quand même remarquable ? Oui, alors voilà, 24 et 11, c'est le gain de sièges par rapport à ce qu'ils ont déjà. Donc ça veut dire que ça les porterait. Et encore, c'est, je crois, sans compter la probable adhésion de Viktor Orban au groupe ECR, donc qui ramènerait, je crois, environ 17 sièges en plus. Donc, quel regard on peut porter là-dessus ? Ce qui est certain, c'est que, voilà, c'est pas une question de soutenir l'Union européenne, etc. Mais
ce qui est certain, c'est que voilà, c'est une évolution qui est évidemment positive, qu'on ne peut que saluer. Et oui, l'Europe peut sans doute être la solution à certains problèmes, notamment au problème migratoire qui est un problème européen, voilà, au problème de l'islamisation, pareil. On peut espérer qu'il y ait un basculement de la majorité. Imaginez demain une majorité de droite qui réunirait le PPE, les LR, voilà, avec le groupe SR et l'actuel groupe ID au Parlement européen. Bah déjà, il y aurait un premier impact, c'est que ça ferait tomber toutes les digues pseudo-républicaine qui sépare aujourd'hui la droite de la droite nationale. Ça, c'est le premier point sur tous les pays européens, ce qui serait déjà énorme. Et le deuxième point, évidemment, ce serait, voilà, comme je vous le disais, il y a des mesures qui peuvent être mises en place, et puis ça veut aussi dire qu'il y a un vent qui se lève en Europe. Moi, quand j'étais aveugle, j'étais assez impressionné par le nombre de jeunes. Même on voit ça en France, je crois que c'est environ 40% des jeunes qui prévoient de voter pour le Rassemblement national. En Allemagne aussi, il y a énormément de jeunes qui se mobilisent pour l'AfD, aux Pays-Bas aussi. Il y a un vent qui se lève. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une question d'être pour ou contre l'Europe, c'est une question que les jeunes veulent une Europe différente aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de cette question pour ou contre l'Europe. Le but de cette convention, est-ce que c'était pas aussi de montrer qu'on pouvait désirer l'Europe tout en proposant une Europe différente pour répondre justement à tous les eurosceptiques ? Alors, c'est même pas une question je pense, de répondre aux eurosceptiques, c'est une question de... Parce que c'est pas des gens qui sont amoureux de l'Union européenne, c'est des gens qui sont amoureux de l'Europe. Ce qui est sensiblement différent. Ouais. Quand vous voyez effectivement l'Europe, bah oui, effectivement, il y a une continuité civilisationnelle qui va, voilà, peut-être je sais pas, de la Pologne, de la Finlande, etc., jusqu'au fond de l'Espagne, du Portugal, de l'Angleterre jusqu'à la Grèce. Évidemment qu'on fait partie de la même civilisation, de la même ère culturelle. Et oui, il y a une vraie manifestation d'appartenance à ça. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est une immense et très joyeuse, je trouve, amitié entre toutes ces nations. C'est-à-dire que moi, là-bas, j'ai rencontré des Italiens, des Espagnols, j'ai rencontré des Hongrois, des Roumains, des Polonais. C'est à chaque fois une grande joie de voir que, bah voilà, à travers les frontières, finalement, il y a quand même ce même esprit de volonté patriotique, d'amour des siens, d'amour de sa civilisation, de volonté de bâtir, de créer, d'avoir des passions qui sont des passions heureuses et bonnes. En fait, il y a tout un esprit finalement européen forgé par la civilisation judéo-chrétienne, Athènes et Jérusalem, voilà, qui finalement aujourd'hui se manifeste à travers toute l'Europe et qui est en train de grandir heureusement. Écoutez, on espère que cette convention portera ses fruits et qu'effectivement toutes ces alliances vont mûrir et puis donner de belles choses le 9 juin prochain. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Alexandre de Galzin. Vous êtes journaliste, responsable du service politique de Livre Noir. Vous avez suivi le congrès Europa Viva 2024 à Madrid. Et puis on espère qu'un jour on organisera ce genre de congrès en France. Oui, bah écoutez, j'espère. Et puis, en tout cas, voilà, merci beaucoup de votre invitation. Et puis voilà, je pense que demain, on a encore un peu de temps pour travailler à construire tout ça. Et puis, faut des médias, faut toute une... écoutez, on y participe. Vous aussi, vous ferez un retour dans Livre Noir sur votre périple ? Tout à fait. Je pense que je vais tourner une petite vidéo aujourd'hui pour tout vous dire. Voilà, donc, très bien. Écoutez, chers auditeurs, on vous invite à retrouver cette vidéo. Merci beaucoup à Alexandre de Galzin d'avoir été parmi nous.